Salut les petits potes. Hello à tous. Bienvenue sur les potes d'échappement. Ça va Poul? Yep. Ah putain, à chaque fois ça claque, il y a alors trop ce qui commence à arriver quoi. Aujourd'hui, un épisode qui m'est très cher, qui est cher aussi à Hugo, mais un peu plus à moi, parce qu'on va parler de la petite mémère qui est derrière nous, une Jeep Willys MB de 1954. Alors, tu es dans la famille depuis des dizaines d'années. Depuis l'année de ma naissance, depuis 31 ans. Putain, c'est beau ça. commence à faire hein. Ouais, c'est ça. Bon, on vous en parle? Allez, c'est parti. Mec, t'es trop bien là, t'imagines? T'es dans ton tracteur tranquille, sur la pelouse de l'hippodrome de Longchamp. T'as la clim, t'as de la radio, machin. Ouais, Un job sympa. ouais, sacré job. Ouais. Bon, on parle de la Jeep peut-être? Ouais, présente-nous cette pépite, père. Les petits potes, cette pépite, elle appartient à ma chère grand-mère, Mamine, 93 ans, roulant Jeep. Vous faites les 80 ans du débarquement. Alors on verra après qu'elle n'a pas fait de débarquement celle-là, parce qu'elle est de 1954. Du coup, on fête aussi, c'est combien? C'est 60 ans 70 ans. 70. Voilà. Il y a 7 ans, elle est partie en restauration. Malheureusement, le projet a été abandonné et du coup, on s'est retrouvé avec la mémère en pièces. Mais vraiment, quand je dis en pièces, c'est le bloc nu et il n'y a plus rien dedans. Qui était du coup dans un garage, dans celui dans lequel on fait notre petite vidéo avec Hugo. J'ai eu l'autorisation de la famille en novembre dernier pour pouvoir faire une restauration partielle, donc en tout cas la remettre roulante. Et on se retrouve quelques mois plus tard avec la mémère qui est de nouveau sur la route. Et ça, c'est chambé. Il y aura certainement une autre petite vidéo parce qu'il y a aussi un Dodge WC51. Donc on fera une petite vidéo des retrouvailles des deux mémères et pépère. Et ça sera extraordinaire. Dans les Jeep Willys, il y en a eu plusieurs. Les Ford GPW. Alors c'est à peu près un peu le Saint Graal dans le milieu de la Jeep. Ensuite, tu as eu les Hotchkiss et il y a eu aussi du coup les Willys. Donc les Hotchkiss M201 et les Willys MB, celle-ci est une Willys MB. À la sortie de la guerre, l'armée française aimait bien toujours ces petites Jeeps-là. Alors je sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, mais en tout cas, il y a eu un importateur qui a eu l'autorisation de pouvoir continuer de les fabriquer pour l'armée française sur le sol français, qui est Willys. Et donc quand on va regarder sur le bloc, on peut voir aussi effectivement qu'il y a la petite notation WOF, donc WOF, Willys of France. Donc le petit décal USA, ça c'était un petit plaisir de mon grand-père, hein. C'est absolument pas une Jeep américaine, elle n'a pas fait le débarquement. Contrairement au Dodge WC51, si vous voulez voir la petite vidéo, on vous mettra le lien, tout ça. C'est un véhicule qui, honnêtement, est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, je me souviens plus de la stat, mais tu as eu énormément de morts d'officiers, enfin de soldats en Jeep, limite presque autant que sur le champ de bataille, tu vois, parce que ça se renverse aussi facilement qu'un quad, ça ne tient pas la route, c'est un empattement qui est assez court. Donc on verra après à la conduite, et une direction qui est assez, floue. Légère. Ouais, très, très légère, hein, tu verras, c'est extraordinaire. Mais du coup, ça ne tient pas la route, ouais. Tu peux voir l'empattement, alors j'ai plus les dimensions, mais c'est hyper court. Tu roules sur des pneus qui sont hyper hauts, hyper fins, il n'y a rien qui va. Le centre de gravité aussi, va pas du tout quoi. Donc c'est un truc, c'est un monstre en franchissement, c'est juste extraordinaire. En revanche, sur la route, tu roules pas à plus de 70, sinon tu peux te faire très peur. Alors petite pensée à mon oncle Bruno qui me racontait que pendant ses années à l'armée, avait réussi à taper du 110 au cul d'un camion. Est-ce que c'est l'histoire d'un oncle qui raconte des conneries ou est-ce qu'il l'a vraiment fait? Ça, on ne le saura pas. Sinon au niveau des specs techniques, alors, on va faire le petit moteur, après on fera un tour de la caisse. Attends, montre-moi les crochets. Ah bah oui. Donc là, là on est full inspiré déjà, tu vois, univers du sport automobile. Hein. Et ça, ces crochets-là, ils viennent en fait pour verrouiller le pare-brise qu'on baissera tout à l'heure. Génial. Et ils servent aussi de poignée pour lever ton capot. Nous sommes, les amis, sur un moteur extraordinaire, d'accord? On est à 2,2 litres de cylindrée, 4 cylindres en ligne. Et petite particularité, c'est que là, on a les bougies qui sont directement sur le dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des soupapes latérales. Est-ce que c'était un excellent choix d'un point de vue efficience? Je pense pas, étant donné que tu as ton mélange air-essence, tu vois, qui arrive là, qui se cogne contre la culasse et qui est redirigé dans la chambre de combustion. Tu vois, il fait un angle droit, clac, clac. L'avantage, à mon avis, c'est surtout que, du coup, tu avais, si tu veux, une culasse au final qui est extrêmement simple. Hein, c'est juste un gros bloc de métal. Et certainement un peu moins de pièces, ça devait être peut-être moins compliqué à usiner. Ça développe combien tout ça, mon petit Hugo? De mémoire, 60 chevaux. Exactement, tu as 60 bourrins pour 2,2 litres de cylindrée. Donc, tu vois, genre, niveau efficience, on n'est pas là. En revanche, ça marche super bien, c'est hyper facile d'entretien. Le filtre à air, c'est un filtre à air à bain d'huile, donc autant te dire que tu as juste à vérifier le niveau d'huile dans ta cuve et après vérifier qu'il n'y a pas trop de merde, mais le filtre tu le changes plus ou moins jamais. Le filtre à huile, il est déporté
Et donc ça c'est pareil, tu changes de temps en temps quoi, tu vois, mais c'est très 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 basique, t'as pas besoin, c'est très accessible, t'as pas besoin d'aller te farfouiller en bas, machin, tu peux même changer ton filtre à huile sans faire de vidange, limite si t'as pas assez d'huile et que tu sens qu'il y avait un peu encrassé. Enfin, voilà, on est sur une mécanique qui est extrêmement basique. Le petit carbu Solex qui fait plaisir, alors il me semble qu'il y a eu d'autres types de carburateurs montés dessus, je suis pas un expert des Jeeps. T'as une dynamo qui est juste gigantesque, hein, c'est complètement débile de mettre un truc aussi gros, mais à l'époque ils n'avaient pas encore la technologie des alternateurs. Là, tu vois cette espèce d'énorme cylindre, et ça pèse. Ça pèse. Mais ça pèse un âne mort, hein, parce que l'enfer. Tu l'avais porté. Ouais. Notre courroie accessoire, elle entraîne donc la pompe à eau, la dynamo, c'est entraîné directement par le vilebrequin, bien entendu, comme sur toutes les bagnoles. Et sur la pompe à eau, on a du coup l'hélice de ventilateur qui est boulonnée dessus. Alors, petite anecdote, il existe, je crois que c'est différentes tailles de courroies et différentes tailles de poulies en fonction de si c'était une Jeep qui était en 12 volts, en 6 volts, et les 24 volts, me semble, étaient même sur des doubles poulies, donc double courroie. Celle-ci était en 24 volts, ce qui a été équipé en fait de la radio, et du coup, tu as encore l'antenne à l'arrière, viens voir. Génial. On a d'ailleurs encore l'antenne, tu as le support d'antenne qui est là, et en fait, c'était une antenne canne à pêche qui fait je sais pas combien de mètres de long, qui partait comme ça, et après, tu venais de la raccrocher au niveau de ton capot devant. Il y a eu beaucoup de travail, même si ça se voit pas vraiment parce que c'est un peu dégueulasse. Petite astuce pour les propriétaires de Jeep Police, je sais pas si c'est juste celle-là. Là, le bouchon de filtre à huile. Tu sais comme on peut avoir toujours peur de foirer des filetages. Faut pas avoir peur de foirer de filetage avec ça. Faut serrer. Je l'ai serré bien. Honnêtement, je l'ai vraiment bien serré. Tu vois, genre je suis allé comme avec des gros biscottos quoi, mais pas assez fort. Donc je me suis retrouvé à avoir une explosion d'huile sur tout le capot. Tu vois, hein, j'ai à peu près. Enfin, faut encore que je nettoie tout ça. Il y a eu plusieurs types de distribution sur ces moteurs. Les deux types sont distribution par chaîne, donc ça c'est très classique, et distribution par pignon, c'est le rond. Donc celle-ci est une distribution par pignon. C'est intéressant je trouve. Tu vois, une distribution par pignon, c'est marrant. Donc tu as un gros pignon, paf, et un petit pignon, et puis ça tourne. Et ça puis voilà. Encore plus fiable qu'une chaîne d'ailleurs, non? Bah ouais, parce qu'avant, tu peux péter une dent quoi, mais avant de péter un truc, t'as un petit gicleur en fait là juste devant qui vient jeter de l'huile tu vois, sur tes pignons pour qu'ils se lubrifient. Et puis donc si ton gicleur est bouché, bah là ça peut être la merde et oui tu peux casser quelque chose, mais tant qu'il n'est pas bouché. Les sièges de soupape étaient ovalisés, ça c'est l'un des trucs très chiants sur les moteurs à soupape latérale en règle générale. C'est qu'en fait, au lieu d'avoir tes sièges de soupape qui sont dans ta culasse, tu vois, imaginons ils sont foirés, en général tu peux arriver à ressouder des sièges ou sinon bah, tu remplaces ta culasse. Hein. Bah là c'est directement dans le bloc. Et c'était des alliages qui étaient un peu merdiques à l'époque, si tu veux, ils avaient besoin de sortir des blocs hyper vite. Le souci de ça, c'est que quand ça s'ovalise, bah ton bloc, tu peux pas trop creuser quoi. Donc là ils ont été rectifiés, heureusement c'était pile poil, mais tu peux te retrouver comme un con à avoir un bloc qui est mort juste parce que tu as des sièges de soupape qui ont été trop abîmés. Alors je suis certain qu'il y a des types qui sont extrêmement bons et qui arrivent à ressouder et ensuite à repasser en four, etc. pour reconstituer des sièges, mais bon. On a eu un peu de chance là-dessus parce qu'un bloc neuf, il faut savoir que voilà, un bloc, il y a des refabs de blocs complets, ça vaut 4 000 €. Bon. C'est le prix de la restauration. Ça c'est le bas moteur nu. Ça c'est le bas moteur nu, il n'y a rien du tout dessus après. Hein, voilà. Est-ce que tu as des questions? Procédure de démarrage à froid. Alors oui, très bonne question. Tu vois, tu as ta petite pompe à essence, alors bon là j'ai pris un modèle avec une cloche, tu peux voir l'essence, c'est sympa. Et en dessous, tu as une petite tirette, un peu comme sur les pompes d'amorçage de gasoil sur les tracteurs, tu vois. Heureusement, je suis pas sûr de pouvoir l'avoir avec la caméra, mais ok. Et voilà. Tu viens amorcer l'essence directement dans le carburateur. Exactement, quand t'as pas tourné depuis un bout de temps, en fait, hop, tu viens, tac, tu vois l'essence là qui est revenue. Ah ouais. Voilà, tac, tu viens directement regaver ton carbu en essence. Donc ça c'est plutôt cool et c'est très pratique parce que typiquement sur le Dodge WC51, ça tu l'as pas. Donc la technique c'est que tu prends un bouchon d'essence, hop, tout ton carbu, tu le jettes dedans et puis... Tu dois mettre le starter, je suppose. Et ouais, encore. tu mets un peu de starter et encore, ça dépend de la température qu'il y a, de ta voiture, tu vois, c'est à toi de la connaître, quoi. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a des masses partout. Oui, alors je suis désolé, hein, c'est vraiment pas propre, faut que je la nettoie absolument. Oh, ça va, mec, elle est présentable. Hein. Elle est dans son jus, tu vois. Moi, pareil, la carrosserie, alors... Moi j'ai un souvenir de gosse où on lui avait foutu un voile de peinture, tu sais, à l'arrache dans le garage, il y avait de la poussière, machin, mais bon... Tu vois que d'ailleurs il a très bien tenu à certains endroits. Elle a une importance énorme, c'est que tous les petits-enfants de mon grand-père, moi compris, on a tous appris à conduire là-dessus. C'est-à-dire qu'à 10 ans, je faisais des tours dans le parc avec les cousins derrière, avec des cales en bois pour toucher les pédales, des coussins sous le cul pour pouvoir voir par-dessus le volant, enfin tu vois c'est... Excellent. Ah mais c'était génial, c'était génial. Donc, il y a eu des petits déboires avec cette voiture. Il y a eu des petits déboires, ouais, je me suis... C'est comme ça qu'on apprend. Ouais, ouais, bon, voilà. On va en parler ou... Alors, je l'ai jamais craché à proprement dit, mais je me suis retrouvé une fois
En fait, on montait à un moment donné sur un chemin, tu avais un champ d'un côté, un champ de l'autre, et sur le champ de gauche, il y avait une montagne de purins, tu vois, qui débordait un peu sur le chemin. Mon cousin fait l'aller. Je dis attends, je vais lui montrer comment on conduit ça, tu vois, espèce de petit péteux de 14 ans à la con. Je la reprends dans l'autre sens, j'accélère, première seconde, ma roue avant droite, du coup, quand on est dans l'autre sens, touche le tas de purin. Et là, je fais je contrebraque, sur 2 roues. Et la Jeep, elle fait. Elle se repose sur ses 4 roues, mais avec du purin jusque-là. Parfait. Voilà. Et la réponse du grand-père, c'était je suis arrivé en pleurant, tu sais, au garage. J'ai craché la Jeep, machin et tout. Et là, il me regarde, il fait pourquoi tu pleures? Je fais je sais pas, tu vas me gronder quoi, non? Et lui, c'était non, je vais te donner une leçon de désembourbage, prends le Dodge, on y va. Et tu vois, si tout le monde peut être comme ça, quand tu donnes ta confiance à quelqu'un, que la personne fait une connerie avec, et tant qu'il est volontaire pour réparer sa connerie et l'assumer, et tout se passe bien. Voilà. J'aimais beaucoup mon grand-père. Ouais. Et d'ailleurs, la connerie que j'avais faite, la connerie que j'avais faite à l'époque, c'est que lui était dans le Dodge pour la tirer, moi j'étais avec une grosse chaîne, on voit pas de sangle, et il me dit mets là sur la boule, enfin tu sais, sur tes crochets là, quoi, tu vois, genre, sur l'attelage pour que ça tienne bien. Et moi j'entends mets là sur le pare-choc, donc je prends la chaîne, je la passe là, clac, je la réaccroche. Mon grand-père qui fait pas gaffe si j'ai bien accroché le bordel, il tire à fond. T'avais la chaîne, tout le pare-choc qui est ressorti comme ça, il s'est pas arraché, mais la chaîne qui était imprimée dans le métal, quoi. Donc le gros avantage aussi sur ces mémères là, c'est que tu trouves toutes les pièces. Voilà. Tu peux aujourd'hui, honnêtement, si t'arrives à acheter juste une carte grise, t'as l'épave et tu peux rien en faire, t'as juste la carte grise, tu peux racheter le châssis, la carrosserie, le moteur, le machin, tu peux tout acheter. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. Toutes les différences entre les Willys MB, les Hotchkiss, les Ford, les machins. Typiquement, il me semble que sur les premières générations de Jeep, donc sur les Ford, il n'y avait pas de renfort ici. Alors bon, il manque un boulon là, tiens, je viens de voir. Et il n'y avait pas de renfort ici, c'était directement, tu vois, sur le châssis, là ça a été renforcé avec une triangulation. T'avais aussi, je crois que c'était entre les MB et les M201, une différence que tu peux voir sur la plaque de la boîte à gants. De toutes les différentes informations de la voiture. Les plaques sont séparées en 3 parties distinctes, mais physiquement, tu vois. Donc t'as 3 plaques au lieu d'en avoir une seule. T'as plein de petites choses comme ça. T'as aussi sur les Ford où t'as la traverse là qui est au niveau du radiateur, alors qui est juste là, derrière la grille là, qui est en fait qui est pas en tubulure ronde là comme ça, mais qui est plus en section carrée. Voilà, donc c'est les petits trucs que tu peux voir. Après, je suis certain qu'il y a plein d'autres différences. Il n'y avait pas des feux arrière distinguer. Je sais plus, honnêtement. Je crois que c'était vraiment les principales. Oui, d'accord. Après, on nous dira, je suis sûr, avec grand plaisir dans les commentaires, les autres différences qu'il y a. Le truc là, si tu veux voir un tout petit peu à peu près 50 cm devant toi, pour éviter de te faire repérer par l'ennemi. Voilà, et pour les activer, tu peux venir les activer juste ici. T'as du coup effectivement ton interrupteur, donc il faut venir pousser, et là tu vas venir mettre tes feux, tac, et après tu peux passer en blackout. Et t'as différents niveaux de blackout, genre je sais plus ce que ça active, les petites lumières là. Et tout est fonctionnel? Non, enfin, c'est peut-être juste les ampoules qui sont mortes. Hein. Non, celle-là et les toutes petites veilleuses, faut que je regarde. Mais sinon, tout ce qui est nécessaire à l'emprunt des voies publiques et communes à tout le monde marche. J'allais dire pour passer un contrôle technique, mais pas du tout. Oui, alors autre chose, très bien. Pourquoi rouler en véhicule d'avant 60, les copains? Parce que t'as pas de contrôle technique. Ça, c'est très beau, ça. Terminé, bonsoir. Ah c'est sommaire à mort. Hein. Ici, normalement, t'as l'emplacement pour le jerrycan. Ça, c'est toujours le bienvenu parce que ça consomme à mort. Un truc, moi, que j'adore. Il foutait le réservoir d'essence sous le cul du conducteur. Donc tu veux faire le plein, tu enlèves ton petit dossier. Désolé, la sellerie est morte, mais j'ai toute la sellerie neuve qu'il faut que je pose. Et donc là, hop, par contre, tu as ton petit goulot pour déverser avec ton jerrycan. Voilà. Et puis si tu fumes une clope, tu risques d'être fumé aussi, quoi. Ça peut être un peu compliqué, quoi. Donc il existe aussi une capote là pour la fermer? Ouais, tout à fait. À peu près étanche. Pareil, hein, faut rester à moitié au sec, quoi. Donc ouais, tu as une capote. Ici, tu as la structure pour mettre en fait un arceau qui vient du coup se lever et qui vient faire un espèce de V comme ça, clac. Donc tu as ta capote qui se reprend dessus. Et ensuite, tu peux venir fixer tes fenêtres, enfin tes portes. D'ailleurs, il manque l'attache de l'autre côté, avec cette petite attache là. Autre chose, tu as du coup sur le côté conducteur, on le voit pas, mais là il reste la hache et j'ai la pelle qui est en enjoue, donc il faudra que je la remette. Ça c'est pratique, au cas où si on t'emmerde à un feu rouge, tu vois, c'est bien.
T'as aussi le porte-fusil, alors moi ça je trouve ça Et t'as le porte, effectivement, t'as ton porte-fusil. C'est génial. T'as ton porte-fusil, tu vois, donc une fois que t'as mis ton fusil en place, tu viens le verrouiller, clac. Ah ouais, trop bien. Et voilà. Ça c'est très très bien, ouais. C'est très très bien pour des utilisations... Stop. Voilà. Bon. Le pare-brise, du coup, tu peux Ah bah ouais, alors le pare-brise, regarde si c'est ouais, c'est desserré. Hop, tu prends la petite molette comme ça, vas-y. Ouais. Et voilà, et tac. Là, c'est canon. Et une fois que tu l'as en place, tu le bloques, hop. Et donc pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est imagine t'es capoté. C'est pas pour avoir la clim. C'est que tu sors ton fusil et tu peux tirer sans décapoter, sans baisser ton pare-brise, etc. Pratique. Pratique. Voilà. Et si tu as vraiment envie de te la jouer un peu à la cool, cheveux très au vent, parce que tu as quand même déjà les cheveux bien au vent. Hein. Faut déjà en avoir. Ouais, aussi. Bah, si tu as envie de perdre le reste de tes cheveux ou d'accentuer ta calvitie, hop, on vient verrouiller ça. Tac. Du coup, c'était homologué combien de places? C'est une carte grise 4 places. 4 places. Ouais, homologué 4 places. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu soulèves là le petit crochet qui est là-bas. Tonique pas les doigts, tire. Voilà. Hop, allez, on remonte. Et là, tu peux baisser ton pare-brise. Alors avant de le baisser complètement, tu reprends tes petites accroches là dont on parlait tout à l'heure. Hop. Et tu viens rebaisser ça, tu verrouilles ton pare-brise en place. D'accord, on va faire un tour comme ça. Ah bah bien sûr qu'on va le faire comme ça. Et là t'es pas mal. Voilà, après d'un point de vue praticité, logeabilité, tu retires tes petits coussins là. De chaque côté, tu as, hop, ah putain, une petite pression ici. Bon, un peu de WD, ça ferait... Voilà. Et donc tu as effectivement tes petits coffres sur les côtés, tu peux mettre des munitions, enfin voilà, c'est sympa quoi. Hein, très utile tout ça toujours. Décroissant. Et puis si tu es sur chemin privé, et du coup tu veux rouler à plus de 4, tu peux rajouter une petite personne de chaque côté, tu es très bien installé, c'est très agréable. Voilà. Parfait mon bon monsieur, merci beaucoup. 4 roues motrices évidemment. Oui, bah tiens, on peut en parler. Hein. 4 roues motrices, et donc tu as effectivement... Enfin c'est une 2 roues que tu peux passer en 4. Non, c'est un 4x4 quoi, c'est tout. C'est juste que tu as une boîte de transfert, tu peux désenclencher ton pont. Ouais, mais ça c'est important. Ah bah oui, c'est pas une 4 roues permanente. Voilà. Donc pour ce faire, bah heureusement parce que déjà que la conso est merdique, du coup tu as effectivement déjà ta boîte ici, boîte de vitesse, la marche arrière est en haut, hop, à gauche, et ensuite première, juste ici, bon, bref, en bas quoi, clac, et ensuite tu montes seconde et troisième. Ça c'est ton pont avant, quand c'est monté en haut c'est dégagé, et quand tu veux l'enclencher tu descends la manette en bas. Et ici, c'est pour la boîte, pour le réducteur de vitesse, tu veux, c'est pour passer en petite vitesse. Donc tu vas venir démultiplier, hop, ta boîte, en montant le levier, à faire dès que tu passes en 4x4. De 1, parce que tu peux éclater un peu ton embrayage, et surtout de 2, c'est que le pont avant, en général, tu sais pas lequel essaye de doubler l'autre, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment en petite vitesse, t'es dans la boue, machin, tu réduis tes rapports, et puis t'enclenches ton pont. Voilà. Il y a la manivelle qui est là, alors normalement ça se range pas là, mais bon, je sais plus où est-ce qu'on la foutait, parce que si tu veux la démarrer à l'avant, et là vous allez tout de suite rigoler. Alors la seule fois où j'ai essayé de la démarrer... Tu t'es pris un retour? Ouais, je me suis pris un retour, je me suis foulé le poignet comme une merde. Hein. Normalement, bon là il y a un problème, c'est que t'as un trou dans ton pare-choc, et tu viens directement sur le moteur. Voilà. Et sinon, bah, si t'as pas le temps en fait de sortir ta hache, c'est aussi très pratique. Voilà mon bon monsieur. Alors normalement on la mettait là à l'époque avec mon grand-père. On la foutait comme ça. Tac. Voilà. Là, ça gêne plus. Il y a une petite sangle pour l'accrocher, je le ferai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une certaine cote? Oui, alors une Jeep aujourd'hui ça vaut entre 18 et 30 000 balles pour les mecs complètement tarés qui ont fumé la moquette et qui se prennent pour je sais pas qui, je ne les citerai pas, mais qui nous vendent des Jeeps à 30 000 balles. Bon. Ça vaut ouais, une Jeep en bon état. Avec un moteur en pleine forme, machin, ça vaut 18-20 000 euros. Après, c'est pareil, est-ce que c'est une Jeep, est-ce que c'est une Willys MB, est-ce que c'est une Hotchkiss, est-ce que c'est une Ford? Oh là, Ford, attention, hein. Ça fait monter tes tarots, quoi. Est-ce qu'elle était sur le débarquement, quels sont les papiers qu'il y a, enfin, c'est comme pour toute bagnole, quoi. Mais en moyenne, tu trouves une Jeep pour 18 000 balles. Ce qui n'est pas donné, quand même. Ah bah, pour ce que c'est? Oui, c'est ça. Ah mais oui, mais promis, on va faire un tour très rapidement. Mais pour ce que c'est, oui, c'est de la merde. Enfin, moi j'adore cette bagnole, mais j'adore cette bagnole parce que j'ai appris à conduire dessus, que c'est une histoire de famille, que machin. Mais demain, t'as un mec qui est pas forcément amoureux du truc, il s'en fout de l'histoire, il s'en fout de ce que ça représente. Tu le mets au volant de ça, mais il va te dire quoi? T'as payé 18 000 balles pour taper le cul et risquer de te retourner à chaque virage? Autant t'acheter une Rodeo à 5 000 balles, quoi. Bah ouais.
clairement. Non, mais tu seras bien mieux en rodéo pour aller à la plage qu'avec ça. C'est horrible. Tu vas voir. Par contre, t'as un look de ouf. Ah, mais en revanche, t'as un look de ouf et ta rodéo, elle restera coincée sur le sable. Ça, c'est sûr et certain, pas ça. Mais voilà. Moi, je suis amoureux de cette bagnole par rapport à son histoire, la façon dont ça se conduit aussi, c'est hyper drôle. Il n'y a rien qui va, en fait. Et puis surtout, c'est marrant à quel point ça a marqué toutes les générations, en fait, ce modèle. Et ça parle à tout le monde. Voilà, tout le monde voit ça. Et surtout, c'est complètement décalé de rouler en ville avec ce truc-là. Il n'y avait personne qui fait ça. Donc voilà, c'est marrant. Enfin, personne. Il y a forcément 2-3 couillons comme nous. Mais voilà, la petite histoire. J'ai oublié plein de trucs. J'ai parti dans tous les sens. C'est toujours un peu compliqué quand tu parles d'un sujet qui te passionne. Enfin, en tout cas, d'une manière qui te passionne. Alors, je ne suis pas du tout calé sur l'histoire. Pour ça, je vous recommande. Il y a d'autres chaînes spécialisées militaires qui sont très très bien et qui vous donneront toutes les petites anecdotes par rapport à l'armée et tout. Nous, ici, c'est plus par rapport à l'histoire du véhicule en soi, véhicule à proprement dit. Et puis voilà, on va rouler. Allez, on va rouler ça. Super. Bravissimo. La dernière petite chose, truc très marrant, alors les essuie-glaces, il faut que je m'en occupe aussi parce que c'est un peu la merde, mais typiquement, ici tu as le contacteur, tu vois, pour amener l'électricité vers ton boîtier d'essuie-glace. Mais non. Ton moteur d'essuie-glace. C'est un plus? Ouais. En plus ou en moins, je sais plus, mais enfin si, ça doit être en plus, oui. C'est un plus parce que le moins... Oui, le moins il est directement sur la carrosserie. Donc en fait, tu prends ton plus, hop là, tu as ton petit contacteur ici qui vient prendre le jus et qui le redistribue sur ton moteur d'essuie-glace là-haut. Ça doit pas marcher tout le temps. Hein. Bah là il marche pas, donc faut que je m'en occupe. Mais bon. Et on va laisser le pare-brise comme ça parce qu'on est un peu fou. Oui, ça y est, il est verrouillé. Et que de toute façon, vu ma coupe de cheveux, c'est pas bien grave. Voilà. Alors pour la démarrer, nous on a rajouté un petit coupe batterie. Ah oui, parce que la batterie est là. Moi j'ai toujours connu comme ça. Alors la batterie, elle est là. Dites-moi dans les commentaires si c'était pour les 24 volts ou du coup il avait remis ici et t'en avais une en plus dans le compartiment moteur. Je sais pas trop. Moi j'ai toujours connu ici. Voilà. Donc tu as ton coupe batterie. Hop. Qui n'est pas d'origine pour le coup, celui-ci. Non, ensuite, tu vérifies que tu es au point mort. Alors ça, c'est l'avantage, hein, c'est que tu sais que tu es bien au point mort. Hein, c'est pas de problème. Petit contacteur, bon, qui n'est pas d'origine non plus. Et attends, et regarde, petite centrale de clignotant de 2 chevaux, s'il vous plaît. Merci Michel. Voilà. Alors, attends, je vais vous montrer le démarreur, c'est hallucinant. Ah oui, et le démarreur, du coup, est au pied. Mortel, ouais, donc si tu veux mettre un peu de starter, tiens, regarde. Alors. Si tu veux mettre un peu de starter, il est juste ici. Si tu veux, de temps en temps, je sais pas, si tu as besoin de marcher à côté de ta bagnole, tu peux mettre de l'accélérateur à main ici. Et sinon, hop, tu as directement le démarreur là. Et tu mets un petit coup de gaz en même temps? Oui, j'aime bien. Bon, en fait, tu as le talon posé sur la pédale, donc 3/4 du temps, tu autant pour le vouloir. Quoi. Bon. Bah, écoute, je te suis, on fait des beaux petits plans en roulant. Et ensuite, on va l'essayer de manière professionnelle. Toujours professionnel. Ah, c'est joli là les poubelles, on aime bien. Un peu froide. La vie est belle en Jeep. C'est incroyable. Ça tape plus, mais c'est incroyable. J'espère déjà que ces petits plans vous ont plu. Bah ouais. Et maintenant, partons faire l'essai. Avant ça, je vais mettre la petite 360. Alors, procédure de démarrage, la classique. On met le contact, le coupe batterie était déjà mis. Petit coup. Mec, elle est neuve cette auto. Ah, l'ampèremètre marche, regarde. Ouais. Allez. C'est pas le cas tout le temps? Non, pas tout le temps. Là, t'as la pression d'huile. Bah là, il marche même une tonne. Ouais, pression d'huile qui est là et la température d'eau. Pression d'huile est parfaite, température, bon pour l'instant c'est parfait. Ça fonctionne aussi? Oui, bien sûr, ça fonctionne. Alors c'est un peu hésitant, mais ça fonctionne. Et petite jauge de carburant. Super. Voilà. Alors marche arrière en haut, à gauche, paf, frein à main. Fonctionnel, s'il vous plaît. On va éviter de faire un pare-choc derrière. Le clignotant, on le met avec le bras, mais là ça touche pas, ça touche pas. Hop là. Et là. Après le clignotant est fonctionnel si vous voulez le mettre. Le clignotant est fonctionnel tout à fait, mais c'est plus facile de sortir le bras. Exactement. Donc. Alors ça c'est un truc... Didier? Non, c'était pas Didier, c'était quelqu'un d'autre. C'est un truc de ouf cette bagnole. Il faut pas être pressé parce que tu rencontres du monde tout le temps. Et c'est un truc de fou parce que c'est vraiment, ça attire la sympathie. Mais peu importe la génération. Oui. Et peu importe l'âge, ça parle.
c'est soit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc complètement délirant sur la route, parce que c'est quoi, c'est débile de rouler avec ça. Soit bah, tout de suite forcément on pense à la Seconde Guerre. Lui c'est un bourrin. Bienvenue en Ile-de-France. Voilà, c'est super. Les mecs sont vraiment pas civilisés, c'est terrible. En même temps t'es à 10 km/h mec. Bah ouais, mais on prend le temps. C'est surtout que tu vas voir, attention t'es prêt à ton cul. Voilà. Ah oui d'accord. Et les suspensions sont neuves. Hein. Petite troisième, hop on va en bas. Et En bah fait t'as l'équivalent de 2 suspensions parce que t'as les suspensions classiques ouais. et t'as aussi les lames. Les lames qui servent pas à grand chose, ou si justement, elles doivent servir à quoi? Parce qu'elles servent un peu. Hein, mais... Elles servent à quoi tu crois? Je sais pas. À encaisser le poids? Je sais rien, tu poses des questions, je suis ingénieur. Ça, Moi, t'aurais pu. j'aurais pu, c'est vrai. Mais je te pourrais assez bon en maths, j'avais pas envie. Au niveau de la conduite, alors c'est très approximatif. Hein. On est sur. Voilà, là je roule droit, il n'y a pas de. Donc il faut quand même la tenir un peu, ça se balade. C'est pour ça que vraiment le max que tu as en termes de vitesse à laquelle tu as envie de la conduire sur route, 70 c'est bien. Réel selon Waze? Réel selon Waze. Allez, alors bien sûr, toujours vérifier. Hein. Et effectivement, les virages. Ça secoue, mec. C'est horrible. C'est juste horrible. Hein. Les virages, tu vas tranquille aussi parce que tu peux te retourner en 30 secondes. Et après, sur un filet de gaz, ça se déplace très bien. Tu vois, je suis en troisième, on est à 40. Donc du coup la troisième c'est la vitesse la plus longue. C'est la vitesse la plus longue, ouais. Ouais donc Je crois que le max c'est 90 vitesse réelle en troisième. Donc tu vois, tu vas pas aller non plus aller très loin. Au niveau des freins, on a refait tout le système de freinage. Donc quand je dis tout, c'est toutes les durées de rigide, toutes les durées de souple, le mètre cylindre, les cylindres de roue, les mâchoires, enfin il y a tout qui était refait. Et on a tout passé du coup en joint silicone, en liquide silicone. Pour la simple et bonne raison que c'est une voiture qui, en fait, là où elle va retourner, donc à la campagne, on va pas la rouler pendant quelques mois de l'année. Et l'avantage du silicone, c'est que ça repousse complètement l'eau. Et donc en théorie, tu as beaucoup moins de purge à faire. Et surtout, tu as ton système qui va pas rouiller. Ça, c'est la première. Et le deuxième avantage, c'est apparemment, ça a tendance à chauffer un peu moins. Donc dans les anciennes, si tu veux faire un peu de piste ou autre, il y a certaines personnes qui... Oui, pour les anciennes, mais pas pour ouais, celle-ci. pas pour celle-là. Un peu de piste off-road, pourquoi pas. Bien sûr. Tu peux effectivement passer en silicone et apparemment, du coup, ça te permet d'avoir un liquide qui chauffe un petit peu moins. Donc ça, c'est cool. Alors, est-ce que ça freine? Ça ralentit. Voilà. Très bien. La première. C'est quoi là cette trappe là qu'il y a au niveau de tes pieds? Ça, c'est pour accéder au mètre cylindre. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est pour plus accéder ça. au mètre cylindre, parce que t'as pas de... il n'est pas déporté dans la baie moteur. Et du coup, effectivement, si tu veux faire le plein, c'est par la petite trappe qui est juste là. Voilà. Ils auraient dû faire ça dans les 4L, c'est pour accéder à la chaîne de distribution. Parce que si tu veux toucher à la chaîne de distribution, tu es obligé de sortir le moteur. Ouais, ça. Donc Il voilà. reste 42 secondes sur la carte SD. Qu'est-ce que tu veux me dire de plus? Je veux vous dire que si vous aimez bien ce genre de contenu, les petits potes, c'est avec grand plaisir. Et surtout, je sais que c'est un essai qui est très rapide parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt sur la route. Ouais. Du coup, on va vous refaire une vidéo une fois qu'elle sera de nouveau en Anjou avec le Dodge. Et là, on s'en fout, on racontera pas ce que c'est. On ira juste faire un peu de tout terrain avec. Avec une pente à 15% minimum. Ouais, je te montrerai des murs, tu vas voir le pote, ça va être incroyable. Bon bref, abonnez-vous. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine les petits potes. Les petits potes, on vous embrasse. Ouais, et ciao. Tu veux Diabo. Ciao.